Loïc, tu penses qu'ils ont remarqué qu'en mai, on avait sorti qu'un seul podcast ou ils ont aucune idée de notre rythme? Attends, on a sorti qu'un seul podcast en mai? Ah bah, moi j'avais pas remarqué, donc je pense que si j'avais pas remarqué, je pense que eux n'avaient pas remarqué non plus. Bah super, en plus c'est toi qui les montes. Ah, mais c'est parce que je t'ai pas invité, c'est pour ça. Je t'ai pas envoyé la notif. En fait, j'ai fait 4 Tout seul? podcasts. Ou t'as au moins pris la peine d'inviter quelqu'un d'excellent comme Sophie? Attends, tu veux dire qu'on peut inviter genre je peux inviter d'autres gens que toi? Non, tu peux m'inviter moi et d'autres gens. Ah mais c'est génial, faudrait faire ça. 100K. Oh, t'es mort? Ouais, man. L'imprévu? Qu'est-ce que ça veut dire? Dis-lui, mon ami. Il n'est pas question de le laisser s'approprier ton pouvoir. C'est ce que je viens de lui dire. Ok, puisque je vois qu'on peut pas discuter, on va faire un duel. Bonjour et bienvenue à tous les perdus et les retrouvés pour ce nouvel épisode de Projection Perdue, le podcast cinéma de la Chimérathèque. Je suis Damien et dans le zoo de ma vie, je suis accompagné par Louis. Bonjour Louis. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler d'un film que j'aime beaucoup, par un réalisateur que j'aime beaucoup. Et ce film fut ma première entrée dans son univers. On va donc aujourd'hui aborder le film The Lobster de Yorgos Lanthimos, sorti en 2015. Si je me trompe pas, je crois qu'on l'a vu ensemble, oui, ce film. Oui, je me souviens qu'on l'a vu ensemble pour la première fois. Moi, j'avais envie de parler de Yorgos Lanthimos de façon générale et je me suis dit que c'était le bon timing parce qu'il y a quelques semaines, on a eu Cannes 2024 où il a pu présenter son dernier film Kind of Kindness, notamment avec Jesse Plemons qui a reçu une palme pour son interprétation, ce qui fait que durant très longtemps, il était habitué au second rôle et depuis quelques temps, il monte vraiment. On a pu le voir dans Civil War. On a aussi déjà parlé de lui dans Power of the Dog. Donc je suis très content qu'il soit reconnu. Et si on parle aussi de The Lobster, c'est parce que bientôt, dans quelques jours, il y a son nouveau film qui sort et qui est Kind of Kindness. Donc je trouvais que c'était le bon timing pour évoquer The Lobster, et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Est-ce que tu veux tenter le résumé du film, Louis, ou est-ce que tu veux que je m'en charge? Vas-y, je vais le faire, je vais le faire. Je suis chaud là, je suis chaud. Ok, Vas-y. tu me reprends si j'ai faux. Donc on va suivre... Non, Quoi? non, je te reprends pas si t'as faux. Tu vas me laisser dans la merde. Donc on va suivre d'abord le personnage joué par Colin Farrell qui s'appelle David et qui vient de se séparer. Et en fait, on est dans un univers un peu dystopique où si on est célibataire, on est amené dans un hôtel où on doit trouver l'amour. Sinon, on est transformé au bout de 45 jours, je crois, en un animal de notre choix. Et le film s'appelle The Lobster parce que David va choisir un homard, qui se traduit par The Lobster. Et donc, il va devoir, comme ça, dans l'hôtel, trouver l'amour. Et on va suivre son aventure. Il se trouve que du coup, on est un peu dans une dystopie tyrannique où on est obligé d'être en couple. Et aussi, petite précision qui va avoir son importance, c'est que les couples ne peuvent se former que si on a une caractéristique commune avec notre conjoint ou notre conjointe, par exemple. On a un œil en moins, euh, on a une jambe de bois, par exemple, on saigne du nez. Et donc, il y en a qui vont essayer de se mentir pour pouvoir trouver une personne adaptée. Donc, on est un peu dans le registre de la fable, c'est dû parce qu'il y a une voix off, il y a beaucoup de musique, etc. Donc on est dans un monde un peu surréaliste en fait. C'est bien que tu évoques la fable et que tu évoques pas le fait qu'il y ait des animaux, qui est généralement la base de la fable. Félicitations pour cette omission. Ce qui est intéressant, c'est que tu dis qu'il veut se changer en homard. Est-ce que tu te souviens pourquoi est-ce qu'il veut devenir un homard? Oui, parce que les homards vivent longtemps, ce qui est apparemment faux. Ouais, en fait, la particularité des homards, donc ça c'est quelque chose sur la science est encore en train d'évoluer et d'affiner son débat, c'est qu'en fait, leur signe de vieillissement apparaît vraiment ultra tard et donc ça brouille le fait de savoir exactement quel âge ils ont. C'est-à-dire que nous, généralement, on dit que les personnes sont vieux, même si c'est pas le cas dès qu'ils ont 30 ans, parce qu'on les considère comme des adultes, alors que pour les homards, en fait, les premiers signes de vieillesse, on va dire leurs cheveux blancs, ils apparaissent au bout de 70 ans, quelque chose comme ça. Donc, comme tu l'as évoqué, c'est un univers un peu à part, quasiment futur proche, vu qu'on n'a pas de la façon dont la société est construite, t'as des vêtements qui sont vieux et en même temps ça nous rappelle un peu notre vie d'aujourd'hui, avec cette injonction obligatoire d'être en couple. Et comme tu l'as dit, le truc qui est vraiment intéressant, c'est que c'est vraiment des détails
physique, quasiment à chaque fois, légèrement, éventuellement sentimentale, mais ça, on l'évoquera peut-être derrière, qui oblige les gens d'être en couple. Et il y a un truc que je trouve très intéressant, c'est que le fait d'avoir un détail qui va avec l'autre personne pour être avec lui, ça met totalement de côté un sujet qui est l'attirance physique. Parce qu'il est absolument quasiment pas question d'attirance physique dans le film. Il n'y a qu'une seule fois où c'est évoqué. Un moment où Ben Whishaw, qui joue un des potes de David dans le film, dit que un des personnages est mignon. C'est le seul moment. Et il y a un autre truc qui est assez étrange et intéressant, c'est que t'as pas de nom de famille, si je ne m'abuse. Tous les personnages sont uniquement appelés par leur prénom. Ouais, ce qui continue de l'ancrer un peu dans le côté de la fable dystopique. Je sais que certains critiques ont parlé de quelque chose d'orwellien. Bon, moi j'ai l'impression que, je crois que j'ai déjà dit, mais j'ai l'impression que dès qu'il y a une dystopie, les gens vont crier George Orwell. C'est comme s'il y avait que lui qui avait écrit des dystopies. Mais Ouais, Orwell, c'est un peu la référence dystopique. ça crée je trouve le film est assez drôle là-dessus parce que ça crée quelque chose de très mécanique dans les relations. Notamment, je pense à une scène où ils vont devoir s'inviter à danser parce que du coup, l'hôtel organise plein d'événements pour qu'ils se rencontrent, notamment un moment où il y a des slows, ou je sais plus si des slows, ou en tout cas des danses où ils vont devoir trouver une partenaire et tu sais, ils s'invitent à danser, mais tu sens qu'ils ont pas envie et que c'est forcé, et du coup, c'est un peu. C'est un film qui est assez drôle en fait, en tout cas dans sa première partie, parce que le film est un peu divisé. Alors, je vais rester sur la partie drôle de la première partie. En fait, elle est très comique parce que déjà, tu as l'injonction à être en couple qui, lorsque tu débutes le film, c'est totalement absurde. Le fait qu'ils se retrouvent dans un hôtel qui est l'endroit où habituellement tu vas en voyage, dans lequel tu restes pas et que eux ils sont obligés d'y rester pour trouver l'amour. Et c'est un film qui tire légèrement sur certains moments où il se retrouve légèrement cringe, un peu malaisant, notamment où tu as des cours, des sortes de conférences où on leur apprend l'importance d'être en couple, notamment les hommes, en tout cas hommes, peut-être femmes, je m'en souviens plus si c'est pour les femmes, mais les hommes quand ils arrivent, on leur attache une main dans le dos pour leur montrer que c'est plus facile de tout faire à deux. Tu as des conférences où on fait semblant qu'une personne se fait agresser pour montrer que si elle est en couple, elle se fera pas agresser. Plein de petits trucs pour dire la vie en couple c'est quand même mieux, vous devriez être en couple, alors que le seul moyen d'être en couple dans le film c'est vraiment d'avoir, comme on l'a dit au début, une caractéristique qui correspond à l'autre. Donc t'as un peu ce truc de il faut forcément être en couple, mais vous pouvez pas être en couple parce qu'il faut trouver quelqu'un qui vous ressemble minimum artificiellement, c'est-à-dire la personne boite, ça tombe bien, vous boitez, vous formez un couple parfait. Ouais, donc on est un peu dans une satire des injonctions qui sont faites dans la vraie vie, donc c'est assez caricatural. Mais ce que j'aime bien, c'est que le film, il est assez subtil là-dedans, puisque une fois qu'on va quitter cet hôtel, on va voir que c'est pas tout rose, quoi qu'il arrive, de l'autre côté de la barrière non plus, si je puis dire. C'est vrai que dans la deuxième partie, au moment où on sort de l'hôtel, on a cette vision qui est agréable, qui est le choix en fait d'être célibataire et comment tu le vis en ayant pris ce choix sans qu'il te le soit imposé. Et au cours de cette deuxième partie, tu peux voir les espaces publics, et ces espaces publics, au final, sont réservés aux couples, parce que tu ne peux te balader que si tu es en couple. Tu as même un moment un policier qui intervient pour savoir où est la femme de David. Et c'est très intéressant la façon dont il découpe l'espace. Et on pourrait croire qu'avec la partie hôtel où tu as l'injonction d'être en couple, tu pourrais te dire, finalement... ce côté-là, il est pas ouf, mais dès que tu te retrouves avec les célibataires, tu te rends compte que l'injonction, du coup, a changé, l'obligation est différente, et dans les deux cas, c'est pas une partie de plaisir. Ouais, parce que donc en fait, il va se retrouver à un moment à vouloir essayer d'entrer en couple avec une personne dont la caractéristique n'est d'avoir aucune émotion ou avoir une empathie noire. Enfin, ou de pas avoir d'empathie en fait. Et du coup, elle va faire semblant de mourir et il va faire semblant de pas réagir. Et comme ça, elle va faire OK, c'est bon, on est un match. On va pouvoir se mettre en couple. Et du coup, il commence à se mettre en couple. Et elle va faire quelque chose qui va le faire pleurer. Et du coup, elle va se rendre compte qu'il lui ment et donc elle va essayer de le dénoncer. Et il se trouve qu'à partir de ce moment-là, ça va déclencher une réaction d'événement qui fait qu'il va sortir de l'hôtel et il va trouver un groupe de résistants. Alors, on ne sait pas trop... Ouais, je pense que c'est un peu des résistants justement à cette société-là qui sont menés par les Assédous qui vivent dans la forêt et dont eux, justement, ont l'obligation d'être célibataires. Et donc, c'est un peu pour contrebalancer cette société, il y a une autre injonction qui est faite. Et donc, en fait, on voit que le problème, à chaque fois, c'est l'injonction, quoi. Parce que du coup, vu qu'il est plus libéré, potentiellement, là, il va pouvoir tomber amoureux. Mais en fait, tu peux pas, dans tous les cas,
l'injonction à être tellement à être en couple va faire que tu peux pas prendre ton rythme, tu vois, 45 jours pour trouver l'amour, et du coup, bah, ça fait que tu stresses, enfin, c'est ridicule, et c'est ça qui fait que c'est drôle. 2 mois pour trouver l'âme sœur, c'est un défi digne des plus grands séries télévisées, télé-réalité ratées. Ce qui est intéressant, c'est que l'hôtel, au final, il nous sert un peu de prison. Et quand il se retrouve dans la forêt, certes, t'as plus les murs de la prison, t'as plus les murs de l'hôtel, mais tu te retrouves avec les arbres, finalement, qui forment à la fois ce côté barreau de prison, mais à la fois qui crée un nouvel espace, un nouveau huis clos. Et au final, le temps que tu passes dans la forêt peut sembler plus ou moins autant claustrophobe que celui que tu avais à l'hôtel. Il y a un petit détail pour revenir au tout début du film. Est-ce que tu te souviens de la scène d'introduction du film? C'est lui qui se fait quitter, c'est ça? Alors ça, c'est la scène qui arrive juste après la scène d'introduction. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on démarre le film, on a une première scène, puis on a la deuxième scène où on apprend que David s'est fait quitter, qu'il doit aller à l'hôtel. Et c'est une fois à l'hôtel qu'on comprend comment fonctionne la société, qu'on est obligé d'être en couple, et que si on n'est pas en couple, on est transformé en animaux. Aussi, on est obligé d'être hétéro ou homosexuel. Il dit bon, j'ai fait... Parce que ça aussi, c'est drôle, c'est qu'elle lui demande s'il est hétéro, et il répond ouais, j'ai eu une expérience homosexuelle, mais non, sinon je suis plus hétéro. Elle fait ah non, mais il faut choisir, tu peux pas être les deux, ou tu peux pas être bi, c'est vraiment l'un ou l'autre, quoi. Par contre, du coup, ça répond pas à ma question. Est-ce que tu te souviens quelle est la toute première scène du film? La toute première scène du film, c'est une femme qu'on voit en voiture qui soudain s'arrête, sort de sa voiture avec un fusil, va à côté de 2 poneys et abat l'un des 2 poneys. Et ça, c'est la toute première scène du film, c'est la toute première scène que tu as. Et en fait, plus tard, tu apprends que lorsque tu es transformé en animal, lorsque tu es célibataire et transformé en animal, tu peux refonder une vie derrière. Et du coup, cette scène, tu l'oublies parce que tu te dis juste oh, le film est un peu what the fuck, tout ça. Mais avec du recul, tu peux comprendre que cette personne qui se fait abattre, c'était peut-être l'ex détesté de quelqu'un d'autre. Ah oui, ok. Ah, c'est drôle. Mais c'est vraiment la toute première scène que tu vois du film. C'est vraiment une femme qui descend avec un fusil et qui abat un poney alors que le poney était avec un autre poney en train de chiller tous les deux. Et du coup, on enchaîne juste derrière avec David qui s'est fait quitter par sa femme. Alors, ça va être l'obsession de David parce que David a des lunettes, donc il voit pas très bien. Je me souviens plus exactement de ce qu'il a comme maladie au niveau des yeux. Il est juste myope, je crois, ou un truc Oui, pas très important. Et sa femme l'a quitté pour quelqu'un qui avait mal au dos. Voilà, je pose ça là parce que c'est vraiment débile, mais j'apprécie énormément. Ça, c'est vraiment l'introduction, et je trouve que l'introduction pose justement toute l'atmosphère étrange qu'on aura aussi au fur et à mesure du film. Il y a quelque chose aussi qui apparaît très tôt dans le film, c'est la voix off, que je trouve particulièrement délicieuse parce qu'elle a ce côté absolument parfait de répéter soit ce qui est dit, souvent les pensées de David, donc ce qu'on n'entend pas, et parfois même elle évoque des scènes qu'on voit bien, qu'on voit directement et qu'on décrit. Et cette voix off, on pense qu'elle est liée au film, on pense qu'elle décrit la vie de David. En fait, on pense que c'est une voix de narration, jusqu'à ce qu'on rencontre un personnage qui a exactement la même voix, et on comprend que depuis le début, David est c'est elle qui raconte l'histoire, ouais. Un journal. Jusqu'à ce que finalement, la narration soit rattrapée par ce journal. Ouais. Pour moi, la scène la plus drôle, et je crois que c'était celle qui nous a fait plus rire, c'est lorsqu'ils sont dans le camion pour aller chasser ou qu'ils reviennent de chasse, et que l'un des personnages fait des avances à David, que David n'est pas du tout intéressé, et qu'il explique qu'il doit s'occuper de son chien, et que la personne à côté de lui raconte sa détresse sentimentale et personnelle, qu'elle va bientôt être transformée parce qu'elle ne trouve absolument personne, et que David, lui, est dans ses pensées, il se félicite d'avoir trouvé une aussi bonne excuse, et c'est une scène qui doit durer 2 minutes, et durant 2 minutes, il est en mode « Ah, c'était vraiment une excellente excuse, je suis vraiment trop bien, je suis vraiment trop doux en excuses ». D'ailleurs, son chien qui est en fait potentiellement un personnage de sa famille. Oui, car lui ne s'en est pas sorti. Il y a un truc que je n'aime pas vraiment dans le film. Alors, ce n'est pas que je l'aime pas, c'est que je me suis rendu compte que la musique était un mystère pour moi, parce que je comprends pas. Alors, elle est très particulière. Vas-y, si t'as un avis, je te donne la patate chaude, parce que... Il y a quelque chose qui est très... chez Yorgos Lanthimos, qui est très... qui est très formaliste, je trouve, dans le sens où il y a plein de séquences musicales avec beaucoup de violon et au ralenti. Et c'est vrai que je suis un peu mystifié
sur pourquoi ces scènes-là précisément sont tournées comme ça. Et je trouve que ça participe aussi peut-être à ce côté conque, le ralenti, plus les violons et tout ça, mais c'est vrai qu'il le fait aussi dans Poor Things. À un moment, il y a un ralenti quand Bella, elle se fait allonger, et c'est vrai que à chaque fois, je me demande pourquoi il fait ça à ce moment-là. Et ça crée une espèce d'opacité, mais qui est pas désagréable en fait, parce que je trouve que sinon peut-être le film serait trop limpide à lire parce qu'il est très, comment dire, il est quand même assez symbolique et donc tout est très limpide dans le film. J'imagine, c'est peut-être pas le cas, mais ce qu'on n'a pas évoqué, c'est que Yorgos Lanthimos, c'est un réalisateur grec qui vient de Grèce, et peut-être qu'il a été justement, qu'il a eu l'infusion de tout un cinéma grec que nous on ignore. Mais c'est vrai que ces cadrages liés à sa musique, ses choix de réalisation permettent de créer des atmosphères étranges et absurdes. Et c'est vraiment un cinéma très particulier. En tout cas, c'est un cinéma qui a su marquer parce que depuis Cannes, il s'est retrouvé quasiment tous les ans à Cannes. Il avait commencé avec un certain regard, il a eu beaucoup de prix et d'intérêt jusqu'à encore très récemment. Et il y a plein de choses, il y a plein de thématiques qu'on retrouve à travers ces films. Mais avant d'aborder cela, j'aimerais revenir sur le moment où... on va revenir un peu sur le casting parce qu'on a parlé de David qui est joué par Colin Farrell. On a aussi Ben Whishaw et John C. Reilly qui jouent un peu ses potes, son association masculine de drague quand il est à l'hôtel. Ce qui est intéressant de voir se former une communauté un peu masculine pour essayer de s'entraider et de trouver l'amour. On a aussi Olivia Colman, qui est l'une de ses actrices fétiches qu'on retrouve dans pas mal de ses films, qui joue la directrice de l'hôtel. On a Léa Seydoux, qui joue la chef des solitaires en pleine forêt. Et on a Rachel Weisz, qui est aussi une de ses actrices fétiches et qu'on retrouve dans pas mal de ses films. Et en fait, c'est très intéressant parce que il a fait Canine, entre deux, il a fait Alpes, je crois. Et derrière, il débarque avec The Lobster. Et quand tu regardes ses précédents castings avec celui-ci, il a vraiment gagné un truc international. Ça se voit immédiatement, rien qu'avec les acteurs qui sont présents. Bah, c'est son premier film international, je crois. Et je trouve que The Lobster est un peu à la jonction de plusieurs de son évolution, c'est-à-dire que il est à l'international. C'est quand même un film qui est peut-être plus accessible et où on va retrouver. Mais son cinéma a quand même une continuité assez logique. Mais il n'a pas encore découvert les grands angles qu'il va parce que c'est un truc, c'est depuis donc son film d'après, Mise à mort du cerf sacré, il va utiliser beaucoup les grands angles jusqu'à Poor Things où là, justement, ça va être des fisheye énormes où il y a un vignettage de malade et il va aller de plus en plus loin. Et d'ailleurs, je crois que ma favorite, il y a quasiment pas de... Il y a que des grands angles, sauf les derniers plans, il me semble. Il y a pas mal de grands angles, c'est vrai. Et je trouve ça logique parce que Yorgos Lanthimos, lui, dans son cinéma, il enferme ses personnages à chaque fois. Lui, en fait, c'est logique qu'il ait un truc international parce qu'il fait des choses très dans des non-lieux, en fait. Parce que cet hôtel-là de The Lobster, je sais même plus où ça se passe, et en fait, c'est pas très important, quoi. Ce qui fait c'est qu'il va vider un peu de toute personnalité ces lieux. C'est déjà le place dans Canine, puisque c'est une famille nucléaire qui est enfermée entre quatre murs. Dans Alpes, c'est justement des personnes qui vont faire une pièce de théâtre et qui vont se foutre de la gueule du dire que selon eux, en fait, toutes les montagnes, enfin, qui vont être ironistes que les montagnes sont pas toutes les mêmes. Et qui vont un peu critiquer le fait que, toutes les montagnes, on va appeler, on va dire alpin, par exemple, pour n'importe quelle montagne, alors qu'en fait, les Alpes, ça ressemble à aucune autre montagne. Mais justement, dans son cinéma, lui, c'est l'inverse. C'est pour lui, une montagne représente la montagne. Et là, pour lui, l'hôtel est l'archétype de l'hôtel. Et ça se voit aussi dans Poor Things, où en fait, quand ils sont à Lisbonne, bah, c'est du carton-pâte, ça ressemble pas du tout à Lisbonne. Quand il est à Paris, ça ressemble pas à Paris. Lui, c'est vraiment un metteur en scène de « je vais mettre mes personnages dans une certaine situation archétypale », ce qui rejoint un peu le conte où on dit jamais « ah, ça se passe en France, ça se passe nanan », non, dans un royaume lointain, il y a très longtemps. Bon, en fait, on situe jamais où c'est, quoi. Et je trouve que dans tout son cinéma, ça va se retrouver. Ouais, l'absence de lieux, c'est vrai que tu as des lieux qui sont symboliques. Dans Kenin, tu as la maison et l'espace de travail. Dans The Lobster, tu as l'hôtel, tu as la forêt, tu as aussi la ville, tu as aussi la maison des parents, qui sont vraiment des lieux qui sont marqués
Bah, comme ça, en fait, on te dit, on va là, tu te retrouves là, t'es en mode, ah ok, on suppose que c'est ceci, que c'est cela. Dans la mise à mort du cerf sacré, tu retrouves, pour moi, c'est un peu une réécriture, pas moderne, mais autre de Canine, parce que tu retrouves cet espace familial qui va être frappé d'une malédiction un peu étrange, et tu retrouves cet espace maison, puis travail, qui est représenté par l'hôpital. Mais dans tous ces films, tu as toujours, quasiment tous ces films, tu as question de l'amour finalement qui en découle. Dans The Lobster, c'est une injonction sociale qui fait que indirectement le célibat fait de toi un animal, ce qui est une métaphore assez intéressante. Tu vas voir ça pareil dans la mise à mort du cerf sacré parce que tu as la question de l'amour familial et aussi des représentations extérieures qu'on donne. Tu retrouves ça totalement dans La Favorite où l'amour est un enjeu de pouvoir. Tu retrouves ça dans Perfing où l'amour peut créer la dépendance ou l'indépendance. Finalement, Yorgos Lanthimos, c'est un peu le Cupidon du cinéma, c'est juste qu'il sait pas bien tirer ses flèches. Bah disons que c'est un peu ce que je pourrais reprocher à The Lobster dans un second visionnage, c'est que c'est un film où finalement on a vite compris de quoi il voulait parler. Et vers la fin, je pense que une fois que le film est découpé en deux parties globalement, où il y a une partie hôtel, puis une partie forêt avec les célibataires, puis on va dire qu'il va aller dans la ville, qui représente la ville qui est pas... Je trouve que on comprend vite... Ouais, quand il arrive en ville, en fait, on comprend vite là où ça s'en va. Et c'est peut-être ce qui me dérange dans le film, en fait... En fait, on a déjà compris tous les thèmes et les enjeux dès le début du film. Tous les enjeux et tous les thèmes, je vais expliquer, je vais voir si je me contredis ou pas. Mais c'est vrai que quand tu arrives au début du film, tu sais que son enjeu à lui, c'est de trouver l'amour. Au milieu du film, on te dit que ça importe plus. Et au final, c'est le moment où il le trouve parce que, comme on sait bien, on trouve tout ce dont on a besoin une fois qu'on arrête de le chercher. Et la question que pose le film, c'est son plan final, que on va pas spoiler. Enfin, non, on va pas spoiler. Mais sa toute fin pose la question, qui est un truc qui n'est jamais remis en question dans le film, c'est qu'il interroge la société, où la société impose d'avoir justement cette caractéristique physique qui rapproche. La fin rend que ceci n'est plus possible, il peut pas être avec la personne qu'il aime parce qu'il n'a plus la même caractéristique physique, et la question qui se pose au final, c'est... Ça m'énerve parce que si vous avez vu la fin du film, vous savez ce qu'est la formulation, la question qui se pose, mais du coup, je vais la modifier pour pas spoiler les autres, qui est jusqu'où on est prêt à aller par amour. Et pour la première fois, quel sacrifice première tu fois fais dans le film, en fait, par amour. cette question n'a jamais été posée. Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour être en couple? C'était juste se mentir à soi-même, mais c'était une démarche personnelle des gens, c'est-à-dire qu'ils faisaient semblant de paraître autre pour être en couple, alors que là, ouais, pour alors pas que être là, les deux transformé personnes aussi, se connaissent et surtout. c'est vraiment, c'est pas un choix. En fait, durant tout le début du film, ce sont des choix égoïstes parce qu'ils veulent pas être transformés en animaux, ils veulent être en couple pour être intégrés à la société, alors que tout à la fin, la question d'être intégré ou pas à la société est secondaire. La question, c'est il aime la personne, jusqu'où il est prêt à aller par amour. Plan Pour final rester que je avec trouve elle, ouais. absolument terrifiant. Parce que le plan final, c'est juste une personne qui attend. Et c'est un plan qui dure extrêmement longtemps. Avec la position de la caméra qui est super bien placée parce qu'elle est juste devant une vitre. Et ça crée une tension géniale. Dernier plan qui est aussi Oui, qui a une fin ouverte. Dernier plan qui est aussi Enfin, je sais pas, je vois tout le monde le citer. C'est peut-être que mes connaissances cinématographiques sont un peu faibles. Mais faire le lien avec un célèbre film de Buñuel, qui tout le monde dit que ça parle d'amour. Moi, il faudrait que j'en remette parce que je me souvenais pas trop que ça parlait d'amour, je me souvenais juste de l'absurde et de la scène avec laquelle le plan final est lié. Un chien andalou, ouais. Je voulais pas citer le film parce que si tu cites le film, tout le monde pense à une scène. Ah oui, ouais, c'est vrai. Ouais, non, tu penseras à un à moment, couper. faut dire les choses. Il y a un truc que je vais dire, qui est un truc extrêmement pédant, qui est sans doute absolument faux, mais c'est un truc pédant et faux, sans doute de cinéphile sans culture. Je me suis posé la question si Yorgos Lanthimos n'avait pas un peu un truc de Bergman dans deux sens. Le premier, c'est vu que ce sont des réalisateurs qui ne sont pas
ni français ni anglo-saxon, ils ont un cinéma qui reflète éventuellement pour moi la façon dont on fait, dont on cadre, la façon dont on filme dans leur pays européen, donc la Grèce ou le Danemark, si je me trompe pas, Danemark ou Suède, je ne sais plus, mais surtout que leurs films, je trouve qu'ils ont une démarche un peu naturaliste dans la façon de filmer les relations entre les personnes. Je sais pas ce que tu en penses, Louis, toi qui as vu plus de films de Bergman que moi. Moi, je suis pas d'accord sur le côté national d'un cinéma. Je trouve que c'est toujours sûrement qu'il y a des choses qui sont culturelles dans un certain cinéma. Mais après, j'ai pas vu beaucoup de films grecs, autres, et beaucoup de films suédois. Mais je trouve souvent qu'un auteur est plus... on sent plus des influences d'autres pays que vraiment... que vraiment les influences de son pays, tu vois. Je vois plus de liens entre Bergman et Tarkovsky, par exemple. Parce que Tarkovsky a fait son dernier film avec le chef-op de Bergman sur l'île de Bergman. C'est bizarre de faire un lien. Mais voilà. Mais que... mais on va dire que je vois plus de... je vois plus de rapprochement là-dedans que vraiment avec deux cinéastes. Comment il s'appelle par exemple, qu'avec Roy Anderson ou avec Roy Anderson, un autre cinéaste suédois. Après, il faudrait faire une analyse, effectivement. Mais c'est ça aussi qui fait la beauté de certains films, c'est qu'en même temps, sûrement, ils sont ancrés dans une culture temporelle, donc qui reflète leur époque, aussi géographique. Donc, effectivement, peut-être qu'il y a quelque chose de grec chez les films de Yorgos Lanthimos, mais encore, je suis pas sûr, parce que justement, vu comment il désituationnise à chaque fois, et le lieu géographique n'a pas d'importance, je suis vraiment pas sûr que ce soit quelque chose qui soit très important pour lui. Et aussi un mélange de ça et puis de la volonté artistique de l'auteur, parce que le cinéma, c'est aussi beaucoup de personnes qui travaillent dessus, donc c'est pas toujours qu'une seule personne. Et c'est ce mélange-là qui fait aussi que les œuvres sont souvent uniques en soi. Après, je pense qu'il y a des mouvances nationales, mais c'est toujours dur de dire, tu vois, si on prend le cinéma français, ça veut dire quoi le cinéma français ? C'est autant les films de Justine Triet que les films avec, comment il s'appelle, Christian Clavier, tu vois. J'y pensais pourtant, justement parce que l'exemple que j'avais en tête, c'était alors je me trompe peut-être, c'est le Extreme Gore French, un truc du genre, avec les films de Xavier Gans, les premiers films de Xavier Gans, Pascal Laugier ou Alexandre Aja, qui sont des films qui, quand tu les regardes, la façon dont ils abordent la violence et la façon dont ils dessinent les relations sociales, tu retrouves des points communs entre, parce que c'est tous des réalisateurs français qui sont tous venus de la même époque, et que la façon dont ils abordent la violence, elle n'est pas exactement pareille, mais tu as quelque chose de cru, de violent. Gaspard Noé aussi est inclus dedans. Et je me suis posé la question parce que justement, cette violence de ce cinéma français, le seul moment où tu le retrouves, c'est jusqu'au maximum 2010. Ensuite, il faut attendre grave pour le revoir. Et au final, les films qui s'en rapprochent le plus à l'étranger, ça va être le premier film de Jordan Peele, qui est Get Out, qui lui exclut la violence physique, mais lui se rapproche plus sur les thématiques sociales et des violences qui sont exprimées. Et la façon dont la caméra film se pose se retrouve là-dedans. Ce qui est ironique, vu que cette mouvance française a surtout inspiré, a été adorée par l'Amérique latine. Mais pour revenir sur notre grec, je sais pas si tu as... Je sais pas si tu as encore des choses à ajouter sur le film. En fait... Tu pourrais peut-être pas les rajouter après, parce que j'allais évoquer Kind of Kindness, parce que je me demandais, est-ce que tu avais des attentes par rapport au film, ou un horizon d'attente assez particulier après avoir vu Poor Things ? Ah ouais, j'aime bien, moi, quand il fait quelque chose de plus intimiste, même si Poor Things, Pauvre créature, j'ai vraiment beaucoup aimé. L'esthétique, et je trouve qu'en termes de réalisation, il est un... Moi, j'adore quand il est passé au grand angle, etc. Je pense que mon préféré de lui, ça reste La Favorite. Parce que je pense qu'il y a quelque chose de qui va peut-être un peu trop loin dans Pauvre créature, mais qui est profondément arbitraire dans ses choix, et je trouve ça pas mal, en fait. Et je trouve que c'est ce qui me gêne dans The Lobster, c'est que finalement, c'est cadré comme on pourrait s'y attendre.
Et il y a juste ces moments peut-être qui sont un peu plus mystérieux, où il y a une musique et tout à coup il y a un ralenti que je comprends pas. Et je pense que j'aime bien aussi ça justement dans un film, c'est me dire je comprends pas pourquoi ce choix de réalisation là. Et en même temps, ce qui va dans une esthétique globale, par exemple, dans Pauvre créature, il y a des grands angles et je pense qu'il n'y a pas de symbolique derrière. En fait, c'est un film où tu peux pas l'analyser en disant bon bah là il y a ce grand angle là veut dire quelque chose et tout, et je trouve ça bien en fait. Parce que justement, quand c'est toujours un peu scolaire, le grand angle, ça veut dire que le personnage, il est pas bien, il est enfermé, et puis tel truc, tu vois. Moi, j'étais en train d'y penser quand tu as dit que tu aimais bien ne pas forcément comprendre les choix. Ça m'a rappelé Canine quand je l'avais maté. J'étais, c'était le moment où je crois que j'ai commencé à comprendre que quand tu regardais un film, tu pouvais avoir un message dedans. Donc j'ai commencé à essayer de comprendre les messages qui souhaitaient être dits. Et quand je me suis retrouvé face à Canine, je me suis retrouvé face à un point d'interrogation. Sachant que du coup c'était après The Lobster, c'était après Zero Theorem. En fait non, du coup ça fait depuis longtemps que je réfléchissais sur les films. Mais Canine, quand tu le résumes, quand tu le décris, la description que tu donnes du film, tu donnes 90% du film, et ça donne l'impression que c'est un film qui ne bouge pas beaucoup. Alors que The Lobster, c'est pareil, quand tu le décris, normalement tu décris la première partie, tu peux éventuellement décrire la deuxième, mais ça donne l'impression que ce sont des films avec très peu de péripéties à l'intérieur, ce qui n'est pas le cas, c'est juste que la narration qu'il choisit est très particulière, il choisit de s'attarder sur les personnes et au final de leur place dans la société et si leurs décisions sont influencées par le fait de suivre ce courant ou bien de s'y opposer. Euh, Moi, j'attends. Enfin, ce que. The Lobster, ça reste mon film préféré. C'est ma première claque et jusqu'à présent. Ces autres films m'ont foutu des claques, mais pas autant. Et c'est aussi parce que, vu que c'est un film qu'on a vu à plusieurs, c'est dans un film un contexte social presque celui semblable à la salle de cinéma. Parce que si je me trompe pas, on ne l'a pas vu en salle, mais peut-être que mes souvenirs font défaut. Ce que j'ai hâte, c'est que la dernière fois qu'il a fait un film qui était lié au présent, je crois que c'était Mise à mort du cerf sacré. Depuis, il a fait The Favorite et Porfine, qui sont des films qui se passent dans le passé. Et j'ai hâte de revoir ce qu'il peut dire sur notre société, en cette fois s'y attaquant sans le biais de la fable ou du conte, ou du roman de voyage, mais par le biais de l'actualité, voire de chronique. Et bah super. Moi, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Ah, si, il y a un dernier truc, mais ça n'a pas d'importance, donc je laisse de côté. En fait, mon dernier truc, c'était de parler du fait que le moment enfin, c'est un truc qui est mignon. Le moment où Rachel et Colin se rencontrent, tu sais, le moment où ils commencent à se dragouiller, leur discussion, elle est un peu enfantine. Ils parlent des choses qu'ils aiment bien, du goût du lapin et tout, du fait que lui il a des lunettes, lui aussi il est dans ce qu'ils apprécient. Et je trouve ça trop mignon. Ouais, t'as raison, t'aurais pu ne pas le rajouter, j'ai coupé. C'était l'épisode de Projection perdue sur The Lobster de Yorgos Lanthimos, un podcast de la Chimérathèque présenté par Louis et moi Damien. À la prochaine Louis. Salut tout le monde et n'oubliez pas de trouver l'amour pour ne pas vous transformer en animal. Bon, ça te dit que pour la prochaine vidéo on se fasse un docu, genre un docu sur la danse? J'aurais préféré faire un documentaire sur ce qui se passe au Proche-Orient.